Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette deuxième semaine de cours à domicile. J'espère que vous portez bien ainsi que vos proches. Je vous remercie pour ceux qui ont joué le jeu pour les devoirs, ceux qui ont regardé les vidéos aussi. Malheureusement, je ne peux pas vous publier donc les corrections des pages 37 à 40 parce que j'ai pas reçu les devoirs de tout le monde. Quand j'aurai reçu les devoirs, là, je vous mettrai le corrigé en ligne, ainsi qu'une vidéo explicative sur tous les calculs, parce qu'ils sont pas forcément évidents. Donc, pour cette deuxième partie des chapitres des intérêts, on va parler de la loi sur le crédit à la consommation, ce qui s'appelle la LCC. Donc, c'est une loi qui est entrée en vigueur en Suisse en 2003 pour éviter justement le surendettement des gens, pour éviter que les gens aient trop de dettes et ne puissent les rembourser. Donc ça, c'est entré en 2003. Et donc la LCC, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a une définition de qu'est-ce qu'un crédit à la consommation, parce que ça s'appelle la loi sur le crédit à la consommation. Donc, c'est un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir un crédit à un consommateur sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Donc, il comprend le leasing, les cartes de crédit, les cartes de client également. Cartes de client, c'est par exemple les cartes Manor. Vous faites vos achats euh, avec la carte Manor et à la fin du mois, maintenant vous recevez donc une facture avec le récapitulatif de vos achats que vous devez régler sous 30 jours. C'est à peu près le même fonctionnement que la carte de crédit. Et ça comprend aussi tout ce qui est les prêts que vous pouvez, par exemple, faire à la banque. Je peux vous montrer, par exemple, un prêt qu'on peut contracter dans une banque, un prêt qui peut être d'une durée de quelques mois à 5 ans, par exemple. Donc ici, on est sur le site d'un institut de crédit qui s'appelle Sembra Money Bank. Vous avez peut-être vu déjà leur publicité. Donc ici, on vous demande le crédit que vous souhaitez emprunter. Donc ce type de crédit, c'est là simplement l'argent qu'on vous prête que vous devez rembourser ensuite par mois. Ce type de crédit entre justement sous le cadre de la LCC. Si par exemple on veut emprunter ici 15 000 francs, donc Théo 15 000, ensuite vous mettez la durée, donc vous avez 72 mois, 48 mois, hop, vous mettez 48 mois, ensuite vous avez tous les termes du crédit et on voit ici article numéro 3 de la LCC. Le crédit interdit s'il entraîne le surendettement. On verra justement comment on vérifie si une personne est surendettée, quels sont les moyens. Ici, on vous donne aussi le taux d'intérêt du crédit. Voilà. Donc après, il y a les données ici à entrer, donc votre nom, prénom, etc. Mais on va revenir sur notre crédit à la consommation. Donc on a vu que c'était contrat de leasing, euh, carte de crédit, carte client et également prêt personnel. Prêt personnel, c'est celui-ci. Donc l'article 9 de la LCC, on parle de la forme et du contenu du contrat. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le contrat et comment il doit être réalisé. Déjà le montant net du crédit, ensuite le taux annuel effectif global. On verra qu'il y a une différence entre l'effectif et l'intérêt simple. Ensuite, les conditions du contrat, justement. Ici, le coût total doit être mentionné, le coût total du crédit. Ici, on a vu effectivement qu'il y avait le montant du coût total du crédit qui va coûter. Donc, il va coûter 3 096 francs 60 euh, de plus. Donc là, vous avez le coût supplémentaire du crédit. Donc, ça respecte ici l'article numéro 9 qu'on voit ici. Ensuite, un éventuel plafond du crédit, donc une limite qu'on ne peut pas dépasser, par exemple. Les conditions de remboursement, comment est-ce qu'on va rembourser? Par exemple, quel est le délai pour rembourser si vous recevez une facture? Euh, le nombre de versements effectués.
et quelle est la périodicité des versements, c'est-à-dire est-ce que par exemple vous devez verser tous les 30 du mois, tous les 15 du mois. Ensuite, on peut fixer aussi ben, les dates forcément des versements. Est-ce que on a un droit justement d'un remboursement anticipé du crédit? Ou est-ce qu'on est obligé de suivre les mensualités comme ça a été prévu au début? Donc ça, c'est pour savoir si vous avez le droit, tout d'un coup, si vous avez l'argent à disposition, est-ce que vous pouvez, par exemple, bah, rembourser tout d'un coup avant la fin du contrat? Ensuite, il y a des garanties éventuelles qui peuvent être données justement, c'est-à-dire si vous ne payez pas, par exemple, on peut prendre un bien que vous avez mis en garantie. Donc voilà, ça c'est vraiment toute la partie, ces pages-là, c'est vraiment toute la partie légale sur la LCC. Ensuite, on passe à l'article 10. Ici, oui, article 10. Ça, c'est pour le financement des biens et des services. Donc, si ça finance des biens et des services déterminés, on va donc décrire ces biens et ces services. On va afficher le prix au comptant, donc le prix si on paye cash tout de suite, et le prix à payer, donc total, euh, si on passe par justement ce crédit à la consommation. On va également parler peut-être d'un acompte au début, c'est-à-dire que si par exemple vous achetez une télévision 5 000 francs, on va peut-être vous demander de payer un acompte de 2 000 et le reste, vous pouvez payer par mois. L'acompte, c'est ce qu'on paye au tout début. On va dedans mettre les échéances justement de tout ce qui est les mensualités. On va relever l'identité du propriétaire et peut-être qu'il y aura peut-être une obligation à contracter. Donc une obligation, c'est au cas où vous payez pas donc vos mensualités. Peut-être si vous contractez une assurance, ben, l'assurance paiera vos mensualités à votre place si vous perdez votre emploi, par exemple, si vous n'êtes plus en capacité de payer. Mais ça, c'est pas forcément obligatoire, ça n'entre pas forcément dans tous les contrats. Alors, concernant le taux d'intérêt maximum selon l'article 14 de la LCC, donc le taux d'intérêt maximum qu'on peut pratiquer, ici on vous parle de 15%, mais ce taux a évolué et selon le site de la Confédération, ici comme je vous avais montré, en fin de l'année passée, donc ils ont changé pour abaisser le taux maximum à 10% et 12% pour les cartes de crédit. Ensuite, le droit de révocation. Le droit de révocation, c'est le droit euh, de signer un contrat, par exemple, pour un crédit, et finalement de changer la vie. Parce que normalement, quand vous signez un contrat, le contrat est présumé accepté, donc vous ne pouvez pas le résilier. Ici, c'est un cas particulier pour tout ce qui est les crédits. On a 7 jours de réflexion pour révoquer, c'est-à-dire annuler le contrat. Et ça doit être fait par écrit. Voilà. Ensuite, ici on vous parle de la capacité, article 22, c'est-à-dire que la personne qui vous fait un crédit doit vérifier que vous êtes en capacité de rembourser ce crédit, que vous avez un salaire donc suffisant pour pouvoir payer votre crédit et justement ne pas être surendetté, donc c'est-à-dire ne pas pouvoir le rembourser. Ensuite, article 28. Le prêteur donc doit vérifier que le consommateur, ben, c'est ce qu'on vient de dire avant, que ça rejoint l'article 22, que que le consommateur a la capacité de rembourser ce crédit, donc pour éviter le surendettement. Euh, C'est-à-dire que on va calculer en fait son minimum vital, donc c'est-à-dire son salaire. On va enlever tout ce qui est lié au minimum vital, donc c'est-à-dire son loyer, ses factures, euh, sa nourriture par exemple, les frais de transport, tout ce dont une personne a besoin donc pour vivre. Et on va regarder en enlevant ça si effectivement la personne dispose, après ses déductions, de suffisamment d'argent pour pouvoir euh, rembourser son crédit. Aussi, concernant l'article 7, ici,
le cas d'exclusion, c'est-à-dire c'est les cas où la LCC ne s'applique pas. Il y a beaucoup, beaucoup de crédits. Notamment, peut-être qu'il faudrait retenir ici, c'est tous les crédits qui n'ont pas d'intérêt. Donc, la LCC n'ont pas en compte pour si vous empruntez de l'argent, si vous prêtez de l'argent avec des taux de 0%, ça n'entre pas en ligne de compte. Ni pour les crédits qui sont inférieurs à 500 francs, ni ceux qui sont supérieurs à 80 000 francs. Donc, la LCC comprend, ici est applicable seulement pour les crédits entre 500 et 80 000 francs. Et la durée aussi, dans un délai ne dépassant pas, euh, euh, ne dépassons pas voilà, pardon, pour tous les crédits justement qui durent pas plus de 3 mois, ça ne s'applique pas non plus. Il faut que le crédit dure plus de 3 mois et il faut que ce soit soit en 4 paiements au maximum. Si le contrat de crédit, c'est-à-dire euh, il fait, euh, il fait moins des 4 de 4 paiements, là, dans ce cas-là, la LCC ne s'applique pas. J'espère que vous avez compris ça, hein. Donc on n'applique pas la LCC si ça dépasse pas 3 mois et s'il y a que 4 paiements ou 2 paiements, donc 2 mensualités, on n'applique pas la LCC ici. Ensuite, il y a un centre de renseignement pour l'article 3, la LCC. C'est-à-dire ceux qui vous octroient les crédits, ils ont l'obligation justement de renseigner ce centre, en fait, de vous inscrire dans ce centre de renseignement. C'est un centre donc, qui collecte toutes les données et ça permet, par exemple, si vous allez prendre votre télévision chez Interdiscount ou de acheter une télévision, Interdiscount, avant de vous faire une espèce de crédit avec des mensualités, euh, devra vérifier dans ce centre les crédits que vous avez et si elle vous l'octroie, elle devra inscrire le montant du crédit, votre nom, votre prénom, etc. Dans ce centre de renseignement qui s'appelle ici l'ICO. C'est le centre de renseignement sur le crédit et la consommation ICO. Donc voilà, donc les fournisseurs ont l'obligation de renseigner, de, de se renseigner auprès de ce centre pour connaître justement votre endettement, pour éviter le surendettement, donc pour ici calculer la capacité de contracter un crédit, est-ce qu'on a capacité de rembourser. Donc ici, capacité d'endettement. Et ensuite, comme je l'ai dit, ils doivent communiquer au centre si vous octroient le crédit. Voilà. Et donc ici, ce centre enregistre tous les crédits à la consommation qui sont accordés donc aux particuliers. Ici, comme je l'ai dit, on a l'obligation d'annoncer au centre pour l'article 25. Et ici, on renseigne aussi tout ce qui est le leasing. Donc, le montant total qui est dû, la durée du contrat, mensuellement ce que la personne doit payer. Donc, l'ICO, l'ICO est vérifié par la Confédération sur sur la loi et pardon, l'ICO est assujetti à la surveillance de la Confédération par rapport à la loi sur la protection des données. C'est-à-dire que ces données sont confidentielles, il n'y a pas tout le monde qui a accès, donc ce n'est pas un registre qui est public, vous ne pouvez pas savoir si votre voisin il est surendetté ou pas. Donc ça c'est relatif à l'ICO. Donc pour revenir ici aux pages qu'on vient de regarder, donc ça c'est vraiment tout le cadre légal, c'est tout ce que un contrat de crédit à la consommation doit contenir. Ici, on va donner certaines informations vous concernant et concernant le produit et le montant du crédit. Ensuite, il y a un taux à respecter. Il y a le droit de revenir en arrière si finalement on fait un autre choix et qu'on ne veut plus contacter ce crédit. Là, il y a par rapport à la capacité de rembourser pour éviter le surendettement. Et ici, on parle de l'ICO, le centre de renseignement. Donc, on va renseigner cette centrale de données pour que tout le monde ait accès euh, par rapport aux dettes de tous les particuliers donc, en Suisse, y compris pour le leasing. Donc, terminé avec la partie légale qui est extrêmement passionnante, on va partir sur le prêt personnel et son fonctionnement. Donc, le prêt personnel, il a fait ses débuts au début du XXe siècle.
Ça a permis justement à la population de nettement augmenter son niveau de vie, donc en contractant des crédits, ils ont pu s'acheter plein de biens qui étaient jusqu'alors impossibles d'acheter parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent à disposition. Donc ils ont contracté des crédits et ils ont pu s'offrir plein de choses du type électroménager, voiture, des choses qu'ils ne pouvaient pas se permettre avant. Donc les conditions économiques ici se sont nettement améliorées. Forcément, l'économie a été boostée parce que les gens ont beaucoup consommé. Et c'était un peu le concept de consommer tout de suite et payer plus tard. Voilà. Après, c'est vrai que ça a provoqué justement chez certaines personnes un surendettement. C'est pour ça qu'on a mis ces lois en place. Donc, le prêt personnel, c'est un prêt euh, qu'on vous dit à court et moyen terme. Donc d'une durée de 6 à 60 mois. 60 mois, c'est donc 5 ans. On vous dit qu'il est non gagé. Non gagé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie. C'est-à-dire que si, par exemple, on faisait un prêt chez l'institut de crédit qu'on a vu avant ici, Sembra Money Bank, il faut que je revienne dessus. Ici, Sembra Money Bank, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune garantie. Si par exemple vous achetez une voiture, ils n'ont pas le droit de venir saisir la voiture et de la vendre. Ils doivent s'attaquer directement à vous. C'est en comparaison par exemple un crédit hypothécaire. Un crédit hypothécaire, on avait vu dans le chapitre 2 de comptabilité que c'est au chapitre 3 je crois, que c'est un crédit qui est garanti par une maison. Donc si vous ne payez pas par exemple votre crédit, ben, la banque peut prendre la maison et la revendre. Donc là c'est différent, il n'y a aucune garantie. Donc Donc forcément, le coût du crédit, il est beaucoup plus élevé parce que ça comporte beaucoup plus de risques. C'est-à-dire que la banque, si vous ne payez pas, ben, du coup, elle ne peut pas non plus saisir un bien. Donc c'est beaucoup plus risqué. Dans le cas d'un crédit hypothécaire, le taux d'intérêt, il est plus faible parce que si vous ne payez pas, la banque a une garantie, c'est qu'elle peut vendre la maison. Là, dans le cas du prêt personnel, elle n'a aucune garantie. Donc forcément, vu qu'elle prend des risques, le taux d'intérêt sera élevé. Et en économie, plus le risque est élevé, plus le taux d'intérêt est élevé. C'est pareil ce qu'on a vu avant avec les pays, par exemple, aux pages supérieures, qui était ici. On a vu que la Suisse, elle, a des taux d'intérêt pour sa dette qui sont extrêmement faibles, contrairement par exemple aux Grecs, qui ont eu des problèmes de remboursement et les taux d'intérêt ont nettement augmenté. Donc le taux d'intérêt dépend beaucoup du risque. Ici, la Suisse est un pays extrêmement sûr, donc le taux d'intérêt est faible. Donc, si on revient ici au prêt personnel, eh ben, le prêt personnel, vu qu'il est garanti par aucun objet, dans ce cas-là, les taux d'intérêt seront nettement plus élevés que par exemple sur un crédit hypothécaire. Ici, vous avez la définition du prêt personnel. C'est un prêt non gagé accordé par une banque à un particulier dans le but de financer l'achat d'un bien durable ou d'un service payé comptant au vendeur. Le prêt personnel est remboursable par acompte mensuel appelé des mensualités. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez contracter ici chez Sembra, Sembra va donc vous verser par exemple vos 15 000 francs, et vous avec ces 15 000 francs donc, que vous aurez reçus de Sembra, ben, vous allez acheter la voiture tout de suite, donc au comptant. Et ensuite, vous n'allez pas rembourser le garage, parce que dans le garage vous allez payer cash, vous allez rembourser par mois donc des mensualités. Donc, pour résumer, c'est un prêt que vous contractez à la banque, que vous recevez l'argent et ensuite vous allez payer au comptant donc les entreprises dans lesquelles vous l'achetez vos biens ou vos services. Et ensuite, vous remboursez justement la banque. Pour tout ce qui est les prêts personnels, donc vous serez inscrit forcément à l'ICO. Et donc on devra toutes les informations ici, ou là, où est-ce qu'elles sont? Il y aura toutes les informations qui seront transmises à l'ICO concernant votre prêt. Et vous pouvez contracter une assurance, mais c'est pas obligatoire. C'est en cas de décès ou d'incapacité de gain du débiteur, c'est-à-dire s'il perd son emploi, il perd des assurances, et dans ce cas-là, ces assurances vont payer à votre place si vous n'êtes plus en capacité de payer. Mais tout ça, c'est pas du tout obligatoire. Ensuite, on va passer dans la partie un peu plus technique, c'est qui nous intéresse le plus. Là, il faudra vous accrocher. Le haut de la page, tout ce qui est... oula.
Tout ce qui est ici, c'est la technique, voilà, que vous avez, tout ce qui est là en fait, c'est ce que vous avez appris précédemment avec le calcul d'intérêt dans les pages précédentes. Si on reprend les pages précédentes, ici, I fois C fois T fois N divisé par 360, ou la formule qui est sur le site internet, la formule que j'avais mis donc en ligne ici. Ici, l'intérêt, on part du principe qu'il est versé une fois à la fin, qu'il n'y a qu'un versement. Donc c'est la formule de base qu'on utilise, extrêmement simple. Donc vous avez le capital, le taux et le nombre de jours, toujours divisé par 360, parce que l'intérêt est toujours exprimé pour une année. Ensuite, toujours exprimé pour une année, pardon, toujours comparé par rapport à une année. Si on vous dit un taux de 2%, ce 2%, il est applicable sur une année, sur 360. Si vous faites moins que 360 jours, forcément l'intérêt il sera plus faible. Donc ça, c'était vraiment la formule de base. Si on revient ici, ce calcul, c'est un calcul qui est totalement faux parce que on part du principe ici que le remboursement, par exemple, se fait en une fois à la fin avec un intérêt de 90. Ce qui est complètement faux. Ici, vous empruntez 6000, mais vous avez 7 mensualités. Et comme je l'ai dit avant dans la formule, c'est que les formules précédentes, on parle qu'il n'y a qu'un versement. Là, il y a 7 mensualités, donc il y a 7 versements. Ce qui change absolument tout. Donc ici, on vous dit les intérêts de 90, mais c'est complètement faux. Donc si vous divisez les intérêts de 90 par 600, ça fait que 1,5% d'intérêt, et c'est ce qu'on appelle le taux apparent, mais qui est faux. Ce n'est pas le taux effectif, c'est le taux apparent. Donc là, vous n'avez pas tenu compte en fait des remboursements, de la durée des remboursements. C'est pour ça qu'en dessous, on va vous parler ici du tableau. Donc ici, on a emprunté les 6000 francs. On a attendu un mois avant d'effectuer la première mensualité des 870. Ensuite, tous les mois, on a effectué des versements de 870. Donc on a payé des mensualités de 870. Ici, après, on va vous dire de calculer l'échéance moyenne des versements. Et là, en fait, la formule dans la formule du temps, donc de n, sera complètement différente. C'est-à-dire que ici, à chaque fois qu'on effectue une mensualité, on a remboursé une partie du crédit. Donc, si on a remboursé une partie du crédit, ici, C diminue. Donc, en fait, chaque mois, si vous payez vos mensualités, C va diminuer. Mais si C diminue, forcément, I diminue. Donc, la formule qui est là n'a pas du tout pris en compte que C diminuait. Donc, il faut tenir compte de la durée du remboursement et ici que la somme qui a été prêtée en fait diminue chaque mois parce que vous payez vos mensualités. Donc en fait, cette formule fonctionne, mais que s'il y a un versement ici, on a 7. Et à chaque mensualité, ici, C diminue. Donc si C diminue, l'intérêt diminue. Donc C, le mois suivant, sera plus bas, donc I sera plus bas. Donc vous allez aussi rembourser une partie du capital. Donc chaque mois, le montant de C va diminuer. On va revenir ici. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser des questions, je vais revenir. Ah ouais, c'est vrai qu'ici, effectivement, on pourrait dire que c'est comme, pour ce calcul, cette manière de calculer, c'est comme si la personne avait emprunté et remboursé en une fois. Donc ça ne tient pas compte des mensualités. Et comme je l'ai dit, le taux d'intérêt, en fait, il est calculé, le taux d'intérêt, il est exprimé pour un placement qui est d'une année. C'est comme si vous placiez votre argent le 1er janvier et vous le retirez à la fin de l'année.
Et ici, ça ne fonctionne pas. Par ici, chaque mois, donc du coup, le capital diminue. Donc si le capital diminue, le taux d'intérêt diminue aussi en conséquence. Ensuite, Pour revenir ici à cette page, ici ce qui est important donc c'est de savoir c'est l'échéance moyenne de versement donc qui se situe ici au milieu. Et donc l'échéance moyenne c'est 3 mois après le versement. Donc on voit ici, il s'est écoulé 3 mois après le premier versement, 4 mois ici depuis le début du crédit, date à laquelle la personne a reçu ici les 6 000 francs. Ensuite, si on prend l'exemple qui est justement ici, ci-dessus, on a donc la durée moyenne ici du crédit qui est de 4 mois, donc selon le graphique ci-dessus. Donc là, la formule mathématique, ça ne sert à pas grand-chose de savoir ce qui est de l'escompte, ça vous verrez peut-être au gymnase. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est les techniques de calcul, après on reviendra là-dessus. Donc, si ici on prend les différentes techniques de calcul pour trouver n, c'est la durée moyenne du crédit, c'est ce qui va nous servir dans nos calculs, dans la fameuse formule qui est ici. C'est la même formule que précédemment, simplement que le n ici, on va le calculer différemment. Donc, on prend le nombre de mensualités. Ici, dans notre exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensualités. 7 mensualités, et ça c'est la durée en mois qui sépare la première mensualité depuis la conclusion du contrat. On voit ici que entre la conclusion du contrat et le premier versement du 170, il s'est écoulé un mois. Donc M ici est égal à 1 mois. Et du coup, la formule à adopter pour trouver ici la durée moyenne du crédit, vous prenez donc M, on a donc 7 mensualités, comme on l'a vu précédemment, moins 1, ça donne 6, que vous divisez ensuite par 2, ça fait 3, plus D, D c'est entre le début du contrat et le premier versement, ici c'est écoulé un mois, donc 3 plus 1, ce qui va donner une durée moyenne euh, de 4. Pardon. Donc, si on reprend ici l'exemple, on a l'intérêt qui est de 90, ça c'est ce qu'on a payé en plus de notre crédit. Ici, c'est qui est donc le montant qu'on a emprunté. Et cette fois, pour le n, on utilise 4. Alors, cette formule équivaut à faire celle-ci. Donc 90 est égal à 6000. Le taux, on ne le connaît pas, fois n, n c'est 4, divisé par 100 fois 12, parce qu'ici on ne parle pas de jours, mais de mois. Et ici, là, nous on cherche à savoir le taux, donc on va utiliser cette formule. Donc vous allez prendre la calculatrice, vous allez faire 100 fois 12, parce qu'il y a 12 mois, au lieu des 360 jours, fois i, on a vu que c'était 90, juste que je revienne là-dessus, 90, ici c'est 90, donc le montant qui est en plus. Hop, si on revient là, ce que j'ai fait fois i fois 90, divisé par... Oups, je me suis planté, pardon. Vous faites... non, c'était juste... donc 108 000, je reprends 108 000 divisé par C, C c'est 6 000, divisé par N, N on avait dit que c'était 4. Donc voici le taux d'intérêt effectif. Et si on revient, c'est exactement celui-ci. Donc on a un taux de 4,5%. Donc c'est strictement les mêmes formules qu'on a vues avant avec l'intérêt simple. Donc l'intérêt simple qui était ici en début de votre chapitre. C'est les mêmes formules. Simplement, donc ces formules-ci,
Simplement que cette fois, ben, la durée du nombre de jours, vous avez un calcul spécial à utiliser qui est, qui est celui-ci. Donc, la seule complication, c'est vraiment ça, c'est d'utiliser cette formule et de bien de faire attention au nombre de mensualités et à la durée en mois qui sépare la première mensualité. Après, M est exprimé ici en nombre de mensualités, donc en mois, D en mois, et N sera exprimé en mois. Donc, toutes ces formules ici, c'est pas 360, mais 12, 12, 12 et 12. Donc ça, c'était pour tous ce qui était la partie calcul. Pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on fait ça, ben, comme je l'ai dit précédemment, c'est que ici, on a des versements qui se font mensuellement, tandis que dans l'intérêt simple, il y avait un versement, que un versement, ici, on a plusieurs. Donc ça veut dire qu'en effectuant ces versements, notre capital à rembourser diminue. C'est pour ça qu'ici, je vous ai sorti un graphique, c'est-à-dire que chaque mois, en fait, ici, par exemple, si on prend cet exemple-là, on a 870 à rembourser. Donc, on rembourse 870. Et donc, dans ces 870, bon, ici, il part du principe qu'il y a une assurance, mais il y a une partie qui est consacrée aux intérêts et une partie qui est consacrée au remboursement, ici, de notre dette. Donc, si on rembourse ici notre dette, dans la formule C, C ici va diminuer. Et donc, quand vous allez recalculer la mensualité, ce sera la même, ce sera ici tout le temps par exemple 870, mais dans ces 870, la partie, le pourcentage que vous allez donner au remboursement ben, de la dette, du capital, va descendre. Donc en fait, chaque mois, le capital diminue. Donc dans cette formule, chaque mois, C est toujours plus petit. Et normalement, j'ai aussi un autre graphique. Ici, par exemple, on a l'exemple du remboursement de capital et intérêt. Ça, c'est l'argent qu'on doit. Donc, au tout début, ici, on a 10 000 francs. Et puis, on avance. Plus le montant à rembourser diminue. Et on arrive ici à un montant à rembourser de 0. Et en fait, ici, la mensualité, elle est de à peu près 885, 890 par exemple. La mensualité, elle reste fixe chaque mois. Mais ici, si on prend les intérêts et ici le capital, on voit que dans ces 870, plus vous avancez dans le temps, donc plus vous remboursez votre dette qui ici diminue, plus en fait les intérêts vont diminuer dans les mensualités. On voit ici les intérêts en rouge, ils diminuent. Et donc dans les 870, à la fin, il va rester peu d'intérêts et beaucoup de remboursement de la dette. C'est pour ça que on est obligé de calculer le taux effectif et puis pas le taux qui ne tient pas compte justement des remboursements. Ici, ce taux-là, 1,5%, ne tenait pas compte des remboursements parce qu'on partait du principe qu'on remboursait tout à la fin. Ici, on tient compte des remboursements. Il y a 870 qui diminue, qui est versé chaque mois. Et dans ces 870, la partie des intérêts, elle diminue vu que le montant remboursé ici diminue. Ces deux courbes sont proportionnellement justement inverses. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me demander si vous avez différentes questions. Après, comme je vous dis, au niveau des calculs, vraiment la seule difficulté, c'est d'appliquer cette formule de n et à réintégrer ici avec ici 12. Et sinon, ben, j'espère que vous avez compris justement le fonctionnement de ce graphique, qui est assez bien fait d'ailleurs. Donc on a vraiment la partie de l'intérêt ici, qui dans la mensualité qui diminue. La mensualité, elle reste absolument fixe. Et nous, en fait, on cherche à savoir quel est le capital qu'on doit rembourser dans chaque mensualité. On voit ici qu'il augmente et l'intérêt à la fin, il est beaucoup plus faible, parce qu'effectivement, la dette est devenue très faible. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, de bons calculs et dès que les autres m'auront rendu leur devoir, je vous donnerai donc les corrigés avec une vidéo explicative.
Bonne semaine.